Bonjour, merci beaucoup. En fait, je remplace une collègue du CSBio qui n'a pu venir aujourd'hui. Et je vais essayer donc de vous présenter donc, l'intérêt de la télédétection pour la gestion de l'eau dans un contexte agricole. Alors tout d'abord, la télédétection, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des procédés et techniques qui permettent d'acquérir à distance des informations sur les objets terrestres en utilisant les propriétés des ondes électromagnétiques émises ou réfléchies par ces objets. Alors plus concrètement, qu'est-ce que cela représente? En fait, on va avoir un capteur qui va être sur un satellite, un avion ou un drone, et qui va recevoir des informations de l'environnement, que ce soit donc l'environnement naturel ou un environnement anthropisé. Et en particulier, donc, entre autres, les surfaces agricoles. Alors, il y a deux manières de faire de la télédétection. Tout d'abord, la télédétection passive, donc toujours pareil, hein, là je présente un satellite, mais ça peut être un avion ou un drone. Et par passif, en fait, on entend le fait que le Soleil donc, va émettre du rayonnement électromagnétique qui peut être soit réfléchi et capté directement par le capteur. Donc là, généralement, c'est la mesure des réflectances dans le domaine optique. Ou alors, en raison donc, du rayonnement du corps noir, on va avoir des émissions qui vont se faire dans l'infrarouge ou dans le domaine des micro-ondes. Donc ça, c'est la première technique, les techniques donc, passives. Il y a également des techniques actives, où là, cette fois-ci, c'est le capteur qui émet dans une ou plusieurs bandes de fréquences électromagnétiques. Alors si c'est de l'optique, on va avoir du lidar, et si c'est dans le domaine des micro-ondes, on va avoir donc du radar. Donc le domaine des micro-ondes, hein, c'est un domaine qui va des longueurs d'onde de quelques millimètres à quelques mètres. Alors, à quoi ça peut servir pour l'agriculture? En fait, il va y avoir de nombreux types de mesures. Et ces mesures vont servir à estimer l'humidité des sols, déterminer donc les quantités d'eau utilisées dans l'irrigation, ou encore estimer le contenu en eau de la végétation et l'évapotranspiration. Alors, si on regarde donc le premier point, donc sur l'humidité des sols, évidemment, dans le domaine agricole, on va être intéressé par avoir des informations à haute résolution spatiale et temporelle. Et pour ce faire, on va utiliser donc de la complémentarité entre le domaine actif, donc le radar, l'imagerie SAR, qui va fournir une information sur l'humidité des sols, et on va utiliser donc le passif avec des informations multispectrales qui vont nous renseigner donc sur la végétation. Et on va utiliser donc principalement des informations provenant des programmes Sentinelle 1 et 2, mis en orbite donc par l'Agence spatiale européenne. Alors, il y a différentes manières de faire cette estimation de l'humidité. La première, c'est d'utiliser des modèles à base physique, comme le Water Cloud Model, qui dit que la puissance, donc le coefficient de rétrodiffusion, c'est-à-dire le rapport entre la puissance reçue et la puissance émise par le capteur, a une composante liée à la végétation, au sol et aux interactions entre le sol et la végétation, qui est un terme qui est généralement négligé. La composante sol, elle est reliée linéairement à l'humidité des sols, et après, on va prendre en compte donc des effets d'atténuation par la végétation. Et à partir donc de ces informations, on va pouvoir inverser le paramètre d'humidité des sols. Et vous voyez donc ici des exemples dans des champs en Occitanie entre de l'humidité mesurée sur l'axe des abscisses et de l'humidité estimée par satellite sur l'axe des ordonnées. Vous voyez que généralement, il y a un bon accord entre mesures in situ et produits satellitaires. Alors, j'ai pris cet exemple parce qu'en fait, le produit résultant est disponible sur le pôle des données des surfaces continentales TEIA. Et il est mis à jour très régulièrement et vous pouvez y avoir accès donc, dans différentes régions françaises et en particulier dans le sud-ouest. Alors, il y a d'autres manières d'estimer l'humidité des sols, toujours en utilisant la même complémentarité. Ça va être par exemple avec des techniques d'intelligence artificielle ou sur un certain nombre de points donc, sur lesquels on va faire de l'apprentissage. Donc ça va être différents types de cultures, différents types de sols pour avoir un échantillon le plus complet possible. On va mettre en correspondance des données donc, satellitaires provenant du multispectral et du radar avec des séries temporelles d'humidité de surface. Des réseaux de neurones, par exemple, vont permettre donc de trouver des relations entre ces différents paramètres et de pouvoir estimer
pour les différents types de sols et de couverts, l'humidité, donc l'humidité de surface, et ensuite pouvoir l'extrapoler à de grandes régions. Et vous voyez donc qu'il y a généralement un bon accord entre l'humidité observée et l'humidité estimée. C'est ce qu'on voit en bas à gauche. En bas à gauche avec, voilà, avec les points bleus. Une corrélation qui effectivement apparaît assez forte. Alors, l'autre point donc, qui va être important, dont on a parlé juste avant, ça va être la détection des événements d'irrigation et peut-être à terme la quantification de ceux-ci. Donc là, on va avoir recours à des approches couplées entre modélisation hydrologique et télédétection. Et on va utiliser donc généralement des équations de type bilan hydrique qui montrent l'évolution de l'humidité des sols en fonction des apports par les pluies et l'irrigation, et moins les pertes par évapotranspiration et éventuellement drainage. Donc en gros, si on a des informations sur l'humidité des sols, qui va être dérivée de l'imagerie comme j'ai présenté précédemment, qu'on a des données sur les pluies à partir de stations météo ou de modèles météorologiques, on va être en mesure donc de pouvoir déterminer les événements d'irrigation. Ça va être fait de manière relativement simple. En fait, on va regarder l'évolution de l'humidité des sols. Et si on met en regard l'évolution de l'humidité des sols, vous voyez les courbes grises sur les exemples à droite, avec la pluie, les barres noires. Si on a une augmentation de l'humidité après une pluie, on va considérer qu'il n'y a pas d'épisode d'irrigation. Par contre, dans le cas inverse, on va considérer qu'il y a irrigation. Donc, c'est une manière de pouvoir donc, estimer donc, pour le moment les événements d'irrigation et peut-être à terme donc, les quantités utilisées. Frédéric, jusqu'à quelle profondeur on peut estimer l'humidité des sols par satellite? Alors, ça va dépendre en fait, ça va dépendre de la bande de fréquence. Et généralement, bon, en tout cas en Europe, où on va avoir des sols où il va y avoir quand même de l'argile, on va pas, plus il va y avoir d'eau, moins on va descendre profondément. Avec Sentinelle, on va rester sur la zone superficielle, on va être à quelques centimètres, parce qu'on est en bande C, donc on a une longueur d'onde qui est très faible, de l'ordre de 5 cm. Et si on a des données en bande L, par exemple avec Pulsar, on va pouvoir descendre à des profondeurs plus importantes, mais là, la profondeur va dépendre de la nature du sol. Par exemple, en bande L, on peut descendre à plusieurs mètres sur des sols sableux secs. Dès qu'il y a de l'humidité, on va descendre beaucoup moins, et dès qu'on a de l'argile, on va descendre encore moins. Donc on va peut-être descendre à 10, 15, 20 cm chez nous. On comprend que ça dépend du type de sol. Est-ce que ça dépend aussi du type de culture ? Ça va dépendre également du type de culture, puisqu'en fait, on va avoir des interactions entre l'onde électromagnétique et la culture à des échelles qui sont de l'ordre de la longueur d'onde ou d'un sous-multiple de la longueur d'onde. Et évidemment, en bande C, on peut avoir le problème, dès qu'on va avoir des cultures denses, d'avoir plus de difficultés pour détecter l'humidité. Et donc, généralement, comme on est à haute résolution spatiale, on peut des hypothèses qui sont faites, c'est que si on a une zone de sol nu à côté d'une culture un peu développée, l'humidité des sols est la même. C'est l'hypothèse qui est souvent faite. Sacrée hypothèse, j'imagine. C'est une grosse hypothèse. Je vous laisse continuer. Mais par contre, en bandelle, oui, on va traverser le couvert végétal. Et je reviendrai dans les perspectives, justement, sur cette histoire de bandelle. Alors, un autre point qui est important, c'est qu'une fois que la culture donc, commence à se développer, ça va être de pouvoir estimer le contenu en eau de la végétation. Et les micro-ondes vont permettre donc d'avoir des observables liés à la physiologie des plantes, et en particulier donc, vont donner accès à la biomasse, mais également donc, au contenu en eau de la végétation. Alors ici, c'est un exemple qui est pris à partir d'un indice, l'indice radar de végétation, qui est un rapport de rétrodiffusion à différentes polarisations. Et on voit donc sur une expérience qui a été faite dans un champ, on a ici donc l'évolution sur le panneau du haut de l'humidité des sols en fonction du temps, avec les points noirs, et on a l'indice foliaire en rouge. Sur le deuxième panneau, on voit nos différentes rétrodiffusions dans les différentes polarisations qui sont indiquées. Et enfin, sur le dernier, on a l'évolution donc de l'indice de végétation radar en fonction du contenu en eau de la végétation. Et on voit là aussi qu'il y a une très bonne corrélation donc entre la courbe noire et les points rouges de contenu en eau de la végétation. Donc ce paramètre peut être utilisé
pour déterminer le contenu en eau de la végétation, qui peut être un paramètre important, donc pour déterminer des stress hydriques ou l'effet des sécheresses. Sachant qu'il faut disposer de 3 polarisations pour pouvoir le calculer. Donc tous les satellites ne mettent pas à disposition ces trois polarisations. Un autre point donc, qui va être très important, ça va être de pouvoir estimer l'évapotranspiration pour pouvoir donc, gérer les quantités d'eau pour les plantes. Et là encore, ce sont des approches qui vont coupler modélisation et télédétection. Donc cette fois-ci, multispectral toujours pour les effets de végétation et infrarouge thermique plutôt pour les aspects température. Et donc il y a des modèles qui sont développés qui représentent la plante en gros comme une résistance et qui permettent ainsi de calculer le bilan énergétique. Ces modèles ont besoin de différentes informations provenant de données satellitaires ou d'autres modèles, et d'informations météo qui peuvent venir de l'in situ ou de modèles. Et on voit que ces modèles donc d'estimation de l'évapotranspiration travaillent à différentes échelles du continent jusqu'à l'échelle de la parcelle. Pour arriver à l'échelle de la parcelle, il faut avoir donc des données qui vont être suffisamment résolues. Par exemple, là, on a du Landsat à l'époque, à 30 mètres de résolution spatiale. Et maintenant, avec du Sentinel, on pourrait descendre à 10 mètres. Et on voit donc qu'à l'échelle du champ, on va observer donc des différences de température et d'évapotranspiration en fonction du couvert végétal. Alors, toutes ces informations elles vont permettre également de s'intéresser au stress hydrique et aux effets des sécheresses, toujours avec le même type d'approche, qui vont permettre de définir donc, soit des indices de stress hydrique à l'échelle de la culture, ou alors des indicateurs sur les sécheresses. En fait, ce qui va différencier les deux, c'est qu'on ne va pas regarder les mêmes périodes de temps. Dans le premier cas, on va regarder de l'échelle journalière et hebdomadaire. Et l'on voit que quand l'indice, donc qui est un rapport entre les températures du sol et les températures de l'air, enfin de différence entre la température du sol et de l'air, on voit que dès qu'il va augmenter, ça va être signe que la plante souffre de stress hydrique. Et on voit qu'après un épisode d'irrigation, cet indice décroît fortement et se remet à croître par la suite. Si on regarde donc à des échelles de temps plus longues, on va utiliser donc d'autres informations basées sur le NDVI, qui est un indice de végétation bien connu, des informations provenant donc des capteurs infrarouges sur les températures, et on voit qu'à l'échelle de la saison, on peut détecter assez facilement donc, les effets des sécheresses sur les cultures. Donc on voit qu'avec les données donc, satellitaires, on peut travailler sur de nombreux paramètres à différentes échelles spatiales et temporelles. Et donc, pour conclure, si j'y arrive, les perspectives. Alors, les perspectives, évidemment, là, je vais vous parler plutôt de perspectives peut-être un petit peu plus techniques, mais on pourra revenir sur d'autres aspects si vous le voulez. Il va y avoir tout d'abord de nouvelles missions satellitaires qui vont être mises en orbite, et en particulier, donc l'année prochaine, la mission NISAR, à haute résolution spatiale et temporelle, du radar bande L et bande S, c'est-à-dire qu'avec la bande L, on va pouvoir traverser le couvert végétal, avoir accès à l'humidité. Avec la bande S, on va s'arrêter dans la végétation, donc on va pouvoir corriger des effets de végétation pour l'estimation de l'humidité. L'intérêt, donc, par rapport au programme Sentinel actuellement, c'est qu'on va pénétrer plus profondément et en plus, on va avoir 2 informations qui vont nous permettre de travailler tout le temps. Parce que même en présence de nuages, la bande S va traverser la bande L, oui, et la bande S également, vont pouvoir traverser donc, les couverts nuageux. On va également avoir une mission européenne qui s'appelle Trishna, qui va fournir de l'infrarouge thermique à haute résolution spatiale et haute résolution temporelle dans 2 ou 3 ans à peu près. Et ces nouvelles missions très fréquentes et bien résolues, en fusionnant les informations de ces différentes sources, vont nous permettre de pouvoir mieux gérer les besoins en eau des plantes et donc remplir donc, ces objectifs de durabilité qui ont été évoqués donc, précédemment. Alors, à côté de ça, évidemment, il y a l'utilisation donc, de plus en plus fréquente des drones qui permettent de travailler encore à plus haute résolution spatiale et éventuellement donc, à des moments bien précis ou même en présence de nuages.
Et enfin, de plus en plus d'approches intégrées, modèles télédétection, mais je pense que la prochaine présentation va revenir sur les aspects modélisation, vont permettre d'améliorer à la fois donc, la gestion de l'irrigation, mais vont servir également à avoir donc, des estimations du rendement, comme on le voit un petit peu ici, où en intégrant des données optiques et SAR, on arrive à estimer quelques semaines, voire quelques mois à l'avance, des estimations assez précises des rendements que l'on peut spatialiser à l'échelle des différentes parcelles. Merci beaucoup Frédéric. Plein de questions, évidemment. Merci pour lui. Frédéric, moi je retiens du coup que en fait, toutes les données satellitaires ne se valent pas. Ça dépend qu'est-ce qu'on cherche à mesurer. On l'a compris aussi qu'il y a différentes résolutions spatiales et temporelles. Je reviens sur la question de la résolution spatiale. Jusqu'où on peut aller à l'échelle d'un département, on l'imagine, mais est-ce qu'on peut aller à une échelle intraparcellaire ? Oui, intraparcellaire. Alors, j'en ai pas parlé. Là, j'ai parlé principalement donc, des données, disponibles gratuitement. Mais il y a également donc, des données à beaucoup plus haute résolution spatiale. Hein. Qui, elles, sont payantes. Il y a par exemple les images planètes. On a une ou plusieurs images entre 50 cm et 4 mètres de résolution tous les jours. Alors effectivement, elles ne sont pas de la même qualité, il n'y a pas les corrections atmosphériques qui sont faites, il y a pas mal de travail à faire, mais ça peut fournir des informations très complémentaires et très intéressantes. Il y a aussi le programme Pléiade, où là, il faut programmer les acquisitions, et donc, oui, ça demande des ressources financières différentes. Hein, mais... En tout cas, c'est possible. Mais c'est possible. On a vu aussi tout à l'heure qu'on est en capacité de repérer des épisodes d'irrigation. Oui. Est-ce qu'on peut discriminer quel est le système d'irrigation ? Si c'est un système par aspersion ou par goutte à goutte, est-ce qu'on arrive à détecter ça par image télédétectée ? Pas à ma connaissance, c'est possible, mais a priori... Sauf peut-être en utilisant de la trop haute résolution spatiale, où là, on va avoir ce genre d'informations. Mais... Oui, quitte à repérer l'équipement, mais ce n'est pas forcément via la mesure de l'irrigation, de l'humidité du sol qu'on distinguera le mode d'irrigation. Non. Pour le moment, je n'ai pas vu non plus d'études montrant qu'on pouvait déterminer des quantités précises d'irrigation. Ou le mode d'irrigation. Non pas forcément la quantité, mais le mode. Est-ce qu'on peut distinguer, est-ce que c'est du goutte à goutte ou par aspersion ? A priori, ce que je comprends, pas trop. A priori, non. À ma connaissance, non. Mais... Donc, on va vous faire confiance. Et enfin, peut-être dernière question, une question un peu plus technique peut-être. Quelle longueur d'onde utilisez-vous pour ces différents indices et le NDWI notamment ? NDWI, oui, c'est pourquoi le W ? V, non ? Les deux existent. Les deux existent. En fait, on prend les deux du coup. Mais il y a un grand nombre d'indices spectraux qui existent. Hein. Donc oui, pour le NDVI, c'est des différences entre le proche infrarouge et le rouge et le NDWI. Je ne veux pas dire de bêtises parce que comme ça. On propose à la personne de venir vous voir juste après pour avoir la réponse à votre question. Oui, mais c'est des informations qu'on trouve assez classiquement. Très classiquement. Et puis il y a des dizaines. Ask Google, comme dirait l'autre, si jamais vous voulez. Parce qu'il y a des dizaines d'indices qui existent. Donc. Ouais. Et toute dernière question, parce que vous en avez évoqué en perspective sur le programme NISAR. Est-ce qu'il permettra de travailler sur des cultures pérennes, vignes, arbos et des cultures arbustives ? Pourquoi pas ? Oui, pourquoi pas. Ça dépend ce qu'on veut faire aussi, mais oui, je pense qu'il n'y a pas de... A priori, pas de contre-indication. Parfait. Merci beaucoup. On aura plus quand on va travailler sur des arbres ou des arbustes, on va pouvoir utiliser la mandelle pour estimer éventuellement la biomasse. Oui, parce qu'en plus, et puis j'ai compris que c'était peut-être un peu moins dense que certaines autres cultures, et donc du coup, l'information sur l'humidité du sol est peut-être plus facilement accessible. Alors, oui, il y a cet aspect-là, et puis il y a l'aspect également, le fait qu'on va pouvoir... parce qu'en fait, tout ce qui va être micro-ondes va détecter l'eau à l'intérieur de la plante. Donc, on va pouvoir avoir également accès... j'en parlais, là, je mentionnais très rapidement, mais on peut avoir aussi accès en bandelle aux effets à la biomasse, faire des estimations directes de biomasse pour des arbres, puisqu'on est dans des longueurs d'onde qui vont le permettre. Eh bien, merci beaucoup pour ce premier exposé. Merci Frédéric. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche INRAE, spécialiste des interactions sol-plante-atmosphère. Et je remercie aussi votre collègue du CESBio qui malheureusement n'a pas pu venir, mais qui souhaitait que ces travaux soient présentés. Merci beaucoup. Merci à vous.